Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Collins Owens. Alors ça va être un épisode spécial, pourquoi? Parce que le dernier épisode qu'elle a sorti dure plus d'une heure. Donc c'était impossible franchement de choisir un extrait parce que pendant plus d'une heure, elle dévoile tellement de choses que je vais pas vous infliger une vidéo d'une heure avec une explication, ça serait trop compliqué. Mais notre ami de la chaîne OK Podcast, d'ailleurs j'ai essayé de le contacter sur X, mais sans grand succès, donc s'il me regarde, qu'il n'hésite pas à venir vers moi. Lui a fait un excellent résumé du dernier épisode, donc on va écouter son résumé parce que il n'y a pas mieux sur internet aujourd'hui. Donc on va l'écouter et on va en parler juste après. Mais juste avant, comme d'habitude, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage. Et puis les boosts sont enfin revenus sur la chaîne. YouTube est en train de desserrer un petit peu l'étau et la pression, la censure, bref, appelez-le comme vous voulez, mais qu'il y avait sur la chaîne. Donc ça c'est une bonne nouvelle. La chaîne repart, la chaîne secondaire cartonne. On est déjà à plus de 5000 abonnés. Donc merci à vous, merci pour tous vos messages. On l'écoute et on en parle juste après. La mort de Charlie Kirk. Deuxièmement, la présence confirmée et les mouvements suspects de la Légion étrangère française sur le sol américain dans les jours précédant le drame à l'université de l'Utah. Et troisièmement, l'enquête approfondie sur la ville de Wilmington dans le Delaware, qui serait selon Candace le centre névralgique d'une alliance secrète franco-américaine impliquant des agences fédérales et des intérêts pharmaceutiques. Restez bien attentifs, car les détails géographiques et financiers sont nombreux. Le récit commence avec une gravité solennelle. Candace affirme que nous sommes face à une toile d'araignée extrêmement complexe, au centre de laquelle se trouverait Jean-Michel Trogneux, une figure qui aurait réussi à forcer la collusion de plusieurs États-nations pour protéger un secret d'identité. Selon Candace Owens, cette protection est la preuve d'un pouvoir réel, voire satanique, auquel elle oppose la vérité du Christ. Candace Owens entre rapidement dans le vif du sujet avec un sentiment d'urgence. Elle revient sur le choc qu'elle a ressenti en apprenant que la France aurait, selon ses sources, payé pour son assassinat et que la Légion étrangère française aurait été présente sur le terrain à l'université Utah Valley le jour de l'assassinat de Charlie Kirk. Elle s'adresse d'abord à ceux qui pensent qu'il s'agit d'une invention pour attirer l'attention. Elle rejette fermement l'idée qu'elle aurait créé une fanfiction où elle serait la victime d'un complot multinational. Pour elle, ceux qui pensent cela ne sont pas lucides sur le fonctionnement réel du monde. Elle affirme que la méritocratie est une illusion et que dès que l'on apprend certaines vérités, on devient une cible pour ceux qui opèrent dans l'ombre. Candace Owens revient en détail sur son tweet du 25 novembre. Elle relate avoir été contactée par un employé de haut rang du gouvernement français. Après avoir vérifié la position de cette personne et sa proximité avec le couple présidentiel français, elle a jugé l'information suffisamment crédible pour la rendre publique. Cette source affirme que le couple Macron aurait donné le feu vert et payé pour son exécution. Le montant allégué serait d'1,5 million de dollars. Candace précise qu'elle parle d'allégation tant qu'elle n'a pas vu la preuve du transfert bancaire de ses propres yeux. L'opération aurait été confiée à une petite équipe du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, incluant un agent israélien. De plus, la source indique que l'assassin de Charlie se serait entraîné avec la 13e demi-brigade de la Légion étrangère et que la vie du journaliste Xavier Poussard serait également menacée. Pour étayer la plausibilité d'une telle coopération internationale, Candace Owens fait référence au Safari Club, une alliance secrète de services de renseignement formée en 1976, regroupant la France, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Maroc et l'Iran, opérant lorsque le Congrès américain limitait les pouvoirs de la CIA. Elle suggère que ce type de structure existe toujours. Face à ces accusations gravissimes qui ont fait le tour du monde avec des millions de vues, Candace pointe un silence assourdissant. Elle note que Brigitte Macron, qui la poursuit actuellement en diffamation aux États-Unis, n'a pas saisi cette occasion pour discréditer Candace en publiant un démenti formel. Selon Candace, si elle était une fabulatrice, l'Élysée aurait dû immédiatement publier un communiqué exprimant son choc et son inquiétude pour la santé mentale de l'influenceuse. Or, une semaine plus tard, il n'y a aucune réponse officielle de l'Élysée. De même, la Maison-Blanche est restée muette, bien que Candace Owens ait signalé la menace au FBI et aux unités antiterroristes. Candace Owens s'interroge sur ce silence. Pourquoi personne ne vient démentir officiellement l'implication d'agences étrangères dans l'assassinat de Charlie Kirk ?
Elle trouve plausible l'implication de la France, citant Pavel Durov, le fondateur de Telegram, qui a déclaré qu'au vu des attaques de Charlie contre la politique économique de la France, l'information était crédible. L'enquête se porte ensuite sur les mouvements militaires. Elle a découvert que la Légion étrangère française menait une opération conjointe avec les troupes américaines dans les semaines précédant l'assassinat. Plus précisément, entre le 2 août et le 25 août, des légionnaires de la 4e compagnie du 2e régiment étranger d'infanterie étaient intégrés aux Marines américains en Californie. Candace explique qu'après cet entraînement, un autre exercice a débuté immédiatement, impliquant des militaires de la base aérienne de Minot et des civils. Cet exercice, nommé Opération Valhalla, s'est déroulé au camp Ripley dans le Minnesota jusqu'au 27 août. Candace Owens admet avoir fait une faute de frappe dans son tweet initial, écrivant « Camp Riley » au lieu de « Camp Ripley ». C'est sur ce détail que le ministère français des Armées a réagi. Candace Owens rapporte leur communiqué. Il nie que Tyler Robinson, l'assassin présumé, ait fait partie de la Légion et affirme qu'aucun exercice n'a eu lieu à Camp Riley, car ce camp n'existe pas. Candace Owens qualifie cela de non démenti. Une stratégie typique, selon elle, du camp Macron qui consiste à attaquer sur une erreur mineure pour éviter de répondre sur le fond. Elle pose donc la question directe, est-ce que oui ou non, des personnes ayant suivi l'entraînement de la Légion étrangère étaient présentes sur le campus de l'université le 10 septembre ? Elle souligne que les étudiants présents ce jour-là ont rapporté ne pas avoir reconnu les gens dans la foule, décrivant une présence étrange d'adultes inconnus. Elle ajoute qu'après l'exercice au Minnesota, une autre opération militaire conjointe, opération Bright Star, a débuté du 29 août au 10 septembre, jour de la mort de Charlie. Cette opération se déroulait au Caire, en Égypte, et impliquait les États-Unis et l'Égypte. Candace trouve le timing de ces collaborations entre la France, les États-Unis et l'Égypte très suspect. L'enquête nous emmène ensuite à Wilmington, dans le Delaware. C'est ici que Candace Owens affirme avoir découvert des connexions troublantes. Tout part d'un avion égyptien, identifié sous le nom de code SUBTT, qui a quitté Provo le matin de l'assassinat pour se rendre à Wilmington. Candace a appris qu'un hangar sur place avait reçu un investissement d'1,5 million de dollars de la part de la société Satis, une entreprise française, officiellement pour peindre des avions. Une source lui a indiqué qu'un dignitaire étranger avait été escorté de ce hangar jusqu'au 920 North King Street à Wilmington. Candace Owens révèle que cette adresse abrite 3 agences fédérales américaines, mais aussi le cabinet d'avocats qui gère ses propres documents légaux dans l'affaire Brigitte Macron, ainsi que les avocats de Brigitte Macron, situés juste en face. Candace Owens détaille ensuite l'histoire de Wilmington, expliquant que la North French Street est historiquement liée aux réfugiés français et à la famille Dupont. Elle lit le mail d'un informateur qui a mené une enquête sur le terrain. Cet informateur pointe un site de construction massif en face du 920 North King Street, situé au 1100 North King Street, connu sous le nom de Bracebridge Complex. Ce complexe d'1 million de pieds carrés, anciennement siège d'une banque, serait resté vide pendant des années avant de recevoir des fonds pour devenir un centre éducatif sous l'égide de la fondation Longwood, créée par Pierre S. Dupont. Candace souligne les liens profonds de la famille Dupont avec l'aristocratie française et le complexe militaro-industriel, notamment via l'invention du Kevlar. Mais ce n'est pas tout. Le bâtiment serait actuellement en construction sous la propriété d'une entreprise biopharmaceutique mondiale nommée Incite. Candace note que le PDG de longue date de cette entreprise, Hervé Oppenau, est un ressortissant français. Elle trouve étrange que ce chantier, censé durer 1 an, s'éternise depuis 2 ans et serve, selon elle, de couverture. Incite est directement connecté aux chaînes d'approvisionnement médical fédéral et militaire. Candace Owens tisse ainsi un lien géographique direct à Wilmington entre la rue Française, le hangar de la société Satis, la famille Dupont et les agences fédérales. Elle ajoute que le 2e plus gros actionnaire de Satis est une firme israélienne basée à Tel Aviv, Ace Partners, qui investit spécifiquement dans la défense et l'aérospatiale.
Pour Candace Owens, tout ceci suggère que le procès en diffamation intenté par Brigitte Macron n'est pas une simple affaire d'honneur, mais une opération fédérale coordonnée visant à la ruiner ou à la faire taire, car elle touche à un secret d'État multinational. Elle mentionne même que le terme MK-Ultra apparaît 18 fois dans le dossier du procès, ce qu'elle trouve absurde à moins qu'il n'y ait un lien réel avec des opérations psychologiques. Candace Owens soulève également une question sur l'emploi du temps de Brigitte Macron. Elle a confirmé sa présence à la Paris Design Week le 4 septembre, mais note une disparition totale de la scène publique entre le 4 septembre et le 10 septembre. Elle demande à sa communauté d'enquêter pour savoir où se trouvait Brigitte Macron pendant ces 6 jours, exactement au moment où l'avion égyptien était en mouvement. Enfin, Candace Owens prend un moment pour répondre à Adam Sosnick qui, dans le podcast de Patrick Bet-David, a affirmé qu'elle n'avait pas d'amis célèbres et qu'elle avait brûlé tous ses ponts. Candace rétorque vivement que ses vrais amis ne sont pas nécessairement célèbres et que cette mentalité de vouloir plaire aux célébrités est un piège de la matrice pour forcer les gens à ignorer des vérités dérangeantes, comme l'affaire Epstein. Elle précise qu'elle n'a jamais été amie avec Steven Crowder et que Charlie Kirk était son ami. Elle partage ensuite un email d'Eric Bolling qui s'excuse auprès d'elle, qualifiant Adam Sosnick d'inconnu qui cherchait juste à l'attaquer. Elle conclut en affirmant que même si le gouvernement fédéral tente de la mettre en faillite, elle continuera à dire la vérité. Elle voit dans cette épreuve une leçon nécessaire pour le monde. Même en suivant les règles, on peut devenir une cible si l'on s'attaque aux mensonges. Elle affirme que le double a surjoué sa main et que la vérité finira par triompher. Heureusement qu'il était là pour nous faire un résumé, car vous l'avez entendu, c'est un résumé extrêmement riche avec beaucoup de choses. Vous avez deux camps depuis la tournure, bien sûr, des deux tweets qu'elle s'est fendus. Vous avez le camp de ceux qui disent « Candace Owens va beaucoup trop loin ». Vous avez le camp de ceux qui disent « Les autres sont jaloux, Candace, elle au moins, elle ne parle pas pour rien ». À l'enquête, à l'avance des choses. C'est très compliqué de vous faire une analyse de ça parce que il faudrait refaire encore 20 minutes sur chaque détail de la dernière vidéo. J'aimerais aussi vous faire un résumé du dernier épisode qui est sorti hier soir, parce que ça c'était l'épisode 271 et vous avez eu l'épisode 272 qui est également sorti, et vous avez le compte Marcel D du média K42 qui a fait un résumé aussi de cet épisode par écrit, donc je vais vous lire, car celui-ci, selon Candace Owens, le FBI a été fondé par Charles-Joseph Bonaparte, descendant de Napoléon, et ses bureaux sont souvent liés à des familles franco-américaines influentes comme les Dupont, ce qu'elle voit comme une preuve d'influence française directe sur les institutions américaines, ajoutant un pouvoir français sur la fondation des États-Unis via les francs-maçons, les Lumières. La connexion française avec l'Amérique est très ancienne. On était naïf de croire qu'ils nous avaient juste aidés gratuitement et qu'ils étaient repartis, en parlant bien sûr des Français. Et accuse TP-USA de cacher un accord secret avec un donateur milliardaire, Pierre Dupont, franco-américain. Juste après l'assassinat de Kirk, elle se demande si Kirk était au courant de ce secret et s'il a été assassiné pour cela. Apparemment, la France a de l'influence sur les États-Unis, elle dit. On a toujours le débat de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est l'Amérique qui a influencé la France ou est-ce que c'est la France qui a influencé l'Amérique? Qui est venu en premier? Aujourd'hui, ça serait toujours la même influence française profonde, structurelle et occulte depuis 250 ans qui agit en coulisses aujourd'hui via les dons secrets à TP-USA. Les légionnaires français sur le sol US, les avions égyptiens avec autorisation française, ça fait écho à ce qu'on vient bien sûr d'entendre. Et Marcel D finit par dire « Voilà les gars, on pensait être des branquignoles, mais apparemment c'est nous qui dirigeons l'Amérique, Israël peut dormir tranquille. » Je précise que Marcel D, que le média K42, très proche d'Alain Soral, sont en train d'attaquer sur les réseaux sociaux Candace Owens de toutes parts là depuis ces deux tweets. Sur la fameuse influence française aux États-Unis, là je veux vraiment des preuves et des arguments, je n'y crois absolument pas. Les États-Unis nous ont colonisés et nous n'avons aucun pouvoir, bien sûr, sur eux. Un descendant de Napoléon a créé le FBI, oui, ça c'est factuel. Sur le reste, c'est compliqué. Moi, je vous avoue que je m'y perds un petit peu.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vous donnerai pas mon avis. Je vous laisse bien sûr seul vous faire votre avis. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce en l'air, le partage, le commentaire bien sûr, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.